Quelle est la pire équipe de chaque édition de l'Euro? Bah ouais, on a souvent l'habitude, quand on se replonge dans nos souvenirs foot, de se remémorer les meilleurs joueurs, les plus belles actions, les plus belles équipes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un peu le contre-pied de tout ça, puisqu'on va remonter le temps à la recherche pour chaque édition de la pire équipe, de celle qui a le plus mauvais bilan. Je pense que vous avez compris, la vidéo s'annonce très cool parce qu'il va y avoir beaucoup de nostalgie, on va se replonger dans pas mal de souvenirs. Donc voilà, installez-vous confortablement, c'est parti. Mais avant ça les amis, petite info mercato très importante, parce que oui, pour ceux qui suivent assidûment mes vidéos, vous l'aviez vu il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de signer avec Surfshark VPN et aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer ma prolongation là-bas pour l'Euro. Un grand merci donc à eux pour leur confiance et surtout un grand merci à vous parce que la dernière fois vous avez été très nombreux à cliquer sur le lien en description. Je vous avais dit que c'était le meilleur moyen de soutenir mon travail et vous l'avez vraiment fait, vous avez été nombreux à le faire donc merci. Mais je pense qu'aujourd'hui vous pouvez être encore plus nombreux à cliquer sur ce lien en description. Comme je l'ai dit, ça ne vous prend que quelques secondes et moi de mon côté, ça me permet plus tard de vraiment réaliser des projets sur place comme j'avais fait notamment à Leverkusen. C'est vraiment un moyen de montrer à la marque que vous soutenez le travail et que vous soutenez ce partenariat. Vous le savez, la compétition commence demain et si vous souhaitez suivre au mieux la compétition, il vous faut Surfshark parce que déjà pour ceux qui veulent aller sur place, grâce aux 3200 serveurs de Surfshark VPN, vous allez pouvoir trouver les billets d'avion les moins chers possibles en vous géolocalisant dans différents pays pour voir dans quel pays c'est le moins cher. Mais c'est pas fini parce qu'une fois sur place, même si t'as pas forcément de place pour les rencontres de l'équipe de France, avec Surfshark tu pourras quand même regarder gratuitement les matchs des Bleus en localisant par exemple ton ordinateur en France. Et si là-bas t'as peur d'utiliser des Wi-Fi publics comme par exemple celle de ton hôtel, t'inquiète pas parce que Surfshark VPN protégera aussi ta connexion. Là ils ont une défense qui est digne de la charnière Puyol-Piqué et il n'y a aucune chance que tu te fasses voler tes données. Sur le dernier argument pour te convaincre, c'est qu'avec le code VALFOOT et avec le lien en description, tu bénéficies de 4 mois offerts sur ton abonnement. Et autre avantage de Surfshark, c'est que c'est satisfait ou remboursé pour les 30 premiers jours. Tu peux tester tranquillement l'abonnement pendant l'Euro et si au final t'es pas convaincu, tu le dis, t'arrêtes ton abonnement et t'auras rien à payer. N'hésitez pas à le tester, je pense vraiment qu'avec l'Euro, c'est la meilleure occasion pour tester tout ça. Désormais, on va pouvoir reprendre la vidéo. Bon, vous l'avez vu, on commence non pas en 1960 avec la première édition de l'Euro, mais bien 20 ans plus tard en 1980 avec la 6e de l'histoire. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? En fait il faut savoir que jusqu'à cette date, il n'y avait que 4 petites équipes qui se qualifiaient et qui jouaient la phase finale, donc c'était déjà un exploit de se qualifier pour la phase finale de l'Euro. Et je trouvais que pour les premières éditions, c'était pas forcément pertinent, pas forcément intéressant de mettre en avant la pire équipe du tournoi, sachant qu'il n'y en avait que 4 qui étaient qualifiés. Mais du coup, on commence en 1980 pour un Euro tout nouveau, au cours duquel on passe de 4 à 8 participants, et au cours duquel surtout 2 équipes vont terminer dernière de leur poule avec le même nombre de points, la Grèce pour le groupe 1 et l'Espagne pour le groupe 2. Et du coup, la seule différence qu'il y a entre le bilan de ces deux sélections, c'est la différence de but en défaveur de la sélection grecque, qui fait donc des hellénistes la pire équipe de cet Euro 1980. Et honnêtement, vu leur poule, ça se comprend. Car pour la première qualification de son histoire en phase finale d'une compétition internationale, clairement la Grèce hérite du groupe de la mort, puisque dans sa poule, on retrouve les Pays-Bas, finalistes des 2 dernières Coupes du Monde, ainsi que les 2 derniers finalistes de l'Euro, la Tchécoslovaquie de Panenka et l'Allemagne de l'Ouest de Rummenigge et Bernd Schuster. Clairement la compétition s'annonce vraiment pas simple pour les Grecs, mais eux ils sont déjà très contents d'être là. Pendant les éliminatoires, ils ont réalisé un exploit en terminant devant la Hongrie, la Finlande et l'URSS, alors qu'ils avaient pourtant perdu leurs 2 premiers matchs. Bref, vous l'avez compris, avant la phase finale, il y avait assez peu d'espoir de voir briller la Grèce, malgré la belle histoire. Évidemment, dans cette phase finale, ça va pas très bien se passer pour les coéquipiers de Georgios Koudas. Car battus d'entrée par les Pays-Bas 1-0, les Grecs sont ensuite largement dépassés par les champions d'Europe en titre tchécoslovaque 3-1, avant tout de même lors du 3e match de poule de neutraliser une Allemagne de l'Ouest déjà assurée de finir première de la poule, mais une Allemagne de l'Ouest surtout qui remportera finalement la compétition. En 1984, en revanche, la pire équipe de la compétition n'est pas du tout un petit poussé, et c'est même tout l'inverse, puisqu'absolument personne ne s'attendait à voir cette sélection autant se ramasser pendant l'Euro. Voici donc le groupe, on y retrouve la France qui accueille la compétition et sort avec son carré magique d'une demi-finale lors de la dernière Coupe du Monde,
Une demi-finale qui s'est terminée assez dramatiquement pour les Bleus à Séville, je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler des souvenirs. On trouve aussi le Danemark qui joue alors seulement le 2e Euro de son histoire, mais attention parce que les Vikings restent très solides et surtout ils regorgent de talent, puisqu'il y a notamment le Ballon d'Or 77, Allan Simonsen, le futur 3e au Ballon d'Or de cette année 84, Preben Elkjær Larsen, l'excellent Frank Arnesen ou encore le prometteur Mikael Laudrup. La 3e équipe de la poule, c'est la Belgique, en plein âge d'or, puisque les Diables Rouges sont tout simplement les finalistes du dernier Euro sous les ordres de leur capitaine Jan Seulemans. En 82, ils ont réalisé d'ailleurs une excellente Coupe du Monde au cours de laquelle ils ont battu l'Argentine et ont même fini devant elle en poule. Et enfin, dernière équipe de ce groupe, elle aussi qualifiée 2 ans plus tôt pour la Coupe du Monde, c'est la Yougoslavie qui compte alors dans son effectif quelques noms bien clinquants comme Safet Sušić, Zlatko Vujović et un certain Dragan Stojković sur le point d'éclore aux yeux de l'Europe. Bref, on retrouve donc dans cette poule 4 très bonnes équipes. Et au cours de la première journée, la France, devant son public, se débarrasse difficilement du Danemark 1-0, tandis que la Belgique, elle, bat de son côté la Yougoslavie 2-0. Vous l'avez compris, la dernière place de la poule se joue donc entre le Danemark et la Yougoslavie qui justement s'affrontent lors de la J2. Et énorme surprise, parce que pendant que la Belgique est terrassée 5-0 par la France, le Danemark colle le même tarif aux Yougoslaves à Gerland, un score auquel personne ne s'attendait et qui d'ailleurs est aujourd'hui sûrement l'un des plus grands matchs de l'histoire des Rouges et Blancs dans une grande compétition. Et pour la Yougoslavie, la chute n'est pas finie parce que déjà éliminée, l'équipe perd son dernier match 3-2 face au futur champion d'Europe français après un triplé en 19 minutes de Michel Platini et quitte donc cet Euro 84 avec 0 points, avec une différence de -8 et surtout avec la triste étiquette de pire équipe du tournoi. Lors de l'Euro 88, on n'a pas une, mais 2 équipes qui terminent les poules avec 0 points et avec une différence de but similaire, -5, le Danemark et surtout l'Angleterre. Pourtant, demi-finaliste du dernier Euro et surtout 8e de finaliste du mondial 2 ans plus tôt, on attendait beaucoup de Poulsen, de Laudrup et de leurs coéquipiers danois. Sauf que dans une poule extrêmement relevée, les Rouges et Blancs chutent d'entrée face au vice-champion en titre, l'Espagne d'Emilio Butragueño, 3-2, ne peuvent rien ensuite contre les finalistes des 2 dernières Coupes du Monde, l'Allemagne de l'Ouest, 2-0, avant de s'incliner sur le même score lors du 3e match face à une Italie en pleine transition. Dans l'autre groupe, celui de l'Angleterre qui sur le papier paraissait plus abordable, on retrouve avec les Anglais l'URSS qui reste sur un 8e de Coupe du Monde mais qui reste surtout sur 2 non-qualifications pour la phase finale de l'Euro. On retrouve aussi la surprenante République d'Irlande qui inaugure alors sa première phase finale d'un Euro et qui d'ailleurs sous la direction de son nouveau sélectionneur Jack Charlton, le frère de Bobby Charlton, s'apprête à vivre la plus belle période de son histoire avec notamment 2 qualifications consécutives en quart puis en 8e de finale des Coupes du Monde 90 et 94. Et enfin, on retrouve avec les Anglais les Pays-Bas, des Pays-Bas menés par d'immenses talents, que ce soit Gullit, Van Basten ou même la colonie de joueurs du PSV Eindhoven qui vient de soulever quelques semaines plus tôt la Coupe des clubs champions, mais une équipe néerlandaise cependant qui n'a pas réussi à se qualifier pour le dernier Euro, ni même pour les 2 dernières Coupes du Monde. Et du coup, sur le papier, il y a assez peu de certitudes pour les 3 sélections opposées à l'Angleterre, tandis que eux, de leur côté, les Three Lions, ils sortent d'un super mondial où ils sont allés jusqu'en quart avant de chuter dans un match légendaire face au futur champion argentin. Et donc, clairement, au Royaume, on attend beaucoup de cet Euro allemand. Sauf que les coéquipiers de Gary Lineker vont complètement rater leur tournoi, ils sont surpris d'entrée par leurs voisins irlandais, ne peuvent ensuite rien face au terrifiant Van Basten qui leur claque un triplé, avant d'en prendre à nouveau 3 contre l'URSS pour terminer bon dernier de leur poule, pour terminer pire équipe du tournoi. Après, à noter quand même qu'au final, cette poule B, elle était pas si abordable que ça, parce que la finale de l'Euro 88 a opposé 2 équipes de la poule B, l'URSS et les Pays-Bas, avec une victoire des Oranges. On passe à 1992 et là je vous avoue que c'est pas trop intéressant au niveau pire équipe du tournoi. C'est une édition où les poules sont extrêmement serrées. Honnêtement, il n'y a aucune sélection qui a vraiment été décrochée. Dans le groupe 1, il y a la France et l'Angleterre qui terminent dernière ex aequo de leur poule, mais ils ont une seule défaite. Et dans le groupe 2, c'est pareil, on retrouve l'Écosse et l'équipe de la communauté des États indépendants. C'est une équipe
qui était là un peu pour faire la transition entre la sélection du RSS et les 12 nouvelles sélections qui étaient en train de naître après la chute de l'URSS. Mais bref, dans le groupe 2, donc, on retrouve l'Écosse et l'équipe de la communauté des États indépendants qui terminent toutes les deux dernières avec elle aussi 2 points, donc vraiment rien de catastrophique, dans un Euro qui finalement est contre toute attente et remporté par un invité de dernière minute, le Danemark. Direction maintenant l'Angleterre et l'Euro 1996 avec un nouveau format puisqu'on double le nombre de participants à la phase finale, désormais au nombre de 16. Et qui dit ouverture à plus d'équipes dit forcément une différence de niveau plus importante entre les meilleures sélections et les moins bonnes, et clairement pendant cette édition ça va se voir. La Suisse termine ainsi dernière du groupe A avec 1 petit point, la Roumanie dernière du groupe B avec 0 points et moins de 3 de différence, la Russie est lanterne rouge du groupe C avec 2 défaites et 1 nul, mais la pire équipe du tournoi se trouve bien dans le groupe D, avec la Turquie. Après, pour le premier tournoi de leur histoire, je pense qu'on peut pas vraiment dire que les coéquipiers de Rejber et d'Hakan Şükür ont fait un tournoi désastreux, vraiment loin de là. C'est juste qu'ils ont surtout manqué d'expérience à ce niveau-là. Parce qu'en ouverture, face à des joueurs croates habitués aux grands rendez-vous internationaux, les hommes de Fatih Terim tiennent bon avant d'encaisser le seul but du match à la 86e minute de jeu. Pareil, contre le Portugal, les Turcs ne craquent qu'à une seule reprise sur corner à la 66e. Et enfin, déjà éliminés, les rouges et blancs sont giflés 3-0 lors du dernier match par l'infatigable Laudrup et la sélection danoise, 3 buts encaissés en deuxième mi-temps. Bref, 0 points, une différence de -5 sur le papier ça fait mal, mais bon, l'équipe a tout de même encaissé 0 but en première mi-temps, et surtout c'était le premier Euro de son histoire, donc bon, même s'il y a un peu de déception suite au résultat, c'est clairement loin d'être une catastrophe pour le football turc. En 2000, coup de tonnerre. Championne d'Europe en titre, la sélection allemande, emmenée par la dernière valse de Lothar Matthäus, est sortie dès la phase de poule, et de quelle manière. Un nul face à la Roumanie pour 2 défaites dont un 3-0 sec face au Portugal. Bref, la Nationalmannschaft enregistre alors la plus mauvaise performance de son histoire dans une phase finale de l'Euro. Mais pourtant, dans cette 11e édition des championnats d'Europe, l'Allemagne n'est pas la pire sélection. Car ouais, dans le groupe D, celui des champions du monde français, celui aussi des Pays-Bas, demi-finalistes du Mondial 98, et de la République tchèque, vice-championne d'Europe en titre, eh bien le Danemark, malgré de bonnes intentions et notamment un superbe début de match face aux Bleus, est tout simplement terrassé. Un sévère 3-0 en ouverture face aux Bleus, un deuxième 3-0 cette fois dicté par les Pays-Bas et leur équipe bien sympa, bien rétro avec Kluivert, Edgar Davids, Seedorf ou encore Bergkamp, puis un dernier 2-0 lors du 3e match qui envoie le Danemark de Schmeichel dans les abysses de sa poule et surtout dans les cahiers d'histoire comme la pire équipe de cet Euro 2000. À l'Euro 2004, si la toute jeune Lettonie découvre sa première phase finale d'une compétition internationale depuis 91 et la chute de l'URSS, une phase finale d'ailleurs assez compliquée puisque les Lettons terminent logiquement dernier de leur poule avec un petit point, pourtant c'est pas eux la pire équipe du tournoi, car dans le groupe C, un groupe très équilibré composé de 3 huitièmes de finalistes de la dernière Coupe du Monde, le Danemark, la très séduisante Suède de Larsson, Ljungberg et du jeune Zlatan, et enfin l'Italie vice-championne d'Europe en titre, et bien la Bulgarie va prendre danse sur danse. En plein creux de talon depuis la fin de la génération Stoïkov, une génération héroïque lors du mondial 94, les Bulgares, malgré l'éclosion du jeune Berbatov, sont calcinés en ouverture 5-0 par la Suède, en prennent ensuite 2 contre le Danemark, avant de voir Cassano et la Squadra Azzurra les renverser en fin de match 2-1. Bref, dans une poule où aucune des 2 équipes qualifiées, la Suède et le Danemark, ne passera finalement les quarts, eh bien la Bulgarie termine bonne dernière avec 0 points et surtout une terrible différence de but qui fera des Bulgares la pire équipe de cet Euro. Lors de l'Euro 2008, 3 sélections terminent leur match de poule avec seulement 1 point. La Pologne, l'Autriche et enfin, je pense que certains d'entre vous s'en souviennent, la terrible équipe de France qui enregistre la pire différence de cet Euro 2008, -5. Et ouais, en 2008, les Bleus de Raymond Domenech, pourtant vice-champions du monde en titre, nous ont offert l'une des pires performances de notre histoire à l'Euro, avec un nul contre la Roumanie, puis des claques reçues face aux Pays-Bas et l'Italie.
Pourtant, sur le papier, clairement, on avait plutôt une bonne équipe, avec la présence de certains rocks comme Gallas, Henry, Makelele. Il y avait aussi l'avènement de la génération 87. Bref, on avait beaucoup de bons joueurs, mais malheureusement, on n'avait pas de sélectionneur. D'où cette catastrophe. D'ailleurs, pour bien comprendre tout ce qui s'est passé à ce moment-là, je vous conseille la superbe vidéo d'un max de foot sur le sujet. Elle est vraiment top, je vous mets le lien en description. Mais du coup, au final, on termine avec 1 point et moins 5 de différence. C'est absolument désastreux. Mais pourtant, on finit pas cet Euro comme la pire équipe de la compétition, puisque derrière nous, on retrouve le récent champion d'Europe en titre, la Grèce. Ouais, dans cet Euro 2008, les deux pires équipes sont tout simplement les deux derniers champions d'Europe. Après, contrairement à la France, la mauvaise performance de la Grèce était un peu plus compréhensible, parce que reparti avec quasiment le même 11 qu'en 2004, et surtout avec les mêmes velléités tactiques, c'est-à-dire une défense à outrance, les Grecs depuis leur titre ont largement été étudiés et analysés. Résultat, une défaite en ouverture 2-0 après que Zlatan ait trouvé la faille à 20 minutes du terme, une autre défaite lors du deuxième match face à la Russie 1-0, puis enfin pour le dernier match de poule, une troisième défaite en 3 matchs, une défaite face à une Espagne pourtant déjà qualifiée, mais une Espagne surtout future championne d'Europe. En 2008, donc, deux très grosses nations se sont complètement ratées, la Grèce et la France, et en 2012, rebelote puisqu'une sélection qui est restée sur 6 euros consécutifs où elle avait atteint au moins les quarts de finale, va afficher un piteux niveau, c'est les vice-champions du monde des Pays-Bas. Pourtant, cette année-là, l'équipe néerlandaise transpirait le football plaisir, le football avec un grand F. T'avais Robben, t'avais Van Persie, Schneider, Van der Vaart, Dirk Kuyt, auquel tu rajoutes aussi certains bouchers comme Van Bommel et De Jong. Sauf que après 2010 et la Coupe du Monde, il y a une guerre d'ego qui a divisé le vestiaire batave. Certains ont commencé à faire moins d'efforts, d'autres étaient assez déçus d'être sur le banc. Et ce mélange, ça a donné un Euro ultra décevant où les Oranges sont surpris d'entrée par le Danemark du bon Niklas Bentner, plie ensuite face à un doublé de Mario Gomez avant que CR7 ne les crucifie à 2 reprises lors du dernier match. Résultat, aucun score fleuve contre les Pays-Bas, mais 3 défaites quand même pour les vice-champions du monde qui enregistrent alors 0 points et une différence de 3 buts, un bilan funeste mais qui leur permet tout de même d'éviter la place de pire équipe du tournoi. Car oui, si les Pays-Bas en 2012 sont catastrophiques, il n'en reste pas moins qu'il y a une autre sélection qui a fait pire, celle de la République d'Irlande, même si, attention, cette mauvaise performance est beaucoup plus compréhensible que celle des Pays-Bas par exemple, étant donné que l'Irlande était dernière du chapeau 4 lors des tirages au sort. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la France pendant cet Euro était elle aussi dans le chapeau 4, preuve de la terrible période que traversaient alors les Bleus depuis 2006. Mais bon, pour en revenir à l'Irlande, pour sa première phase finale d'Euro depuis 1988, et en plus d'être dernier du chapeau 4, eh bien le trèfle a surtout hérité cette année-là d'un groupe de la mort, avec l'émergente Croatie qui a fait quart de finale lors du dernier Euro, mais surtout avec les 2 futurs finalistes de la compétition, l'Italie du survolté Mario Balotelli et l'intouchable Espagne. Si bien que malgré quelques noms bien sympas dans son effectif comme John O'Shea, Robbie Keane ou encore McGeady, l'Irlande est avalée tout cru par ces 3 mastodontes et termine la compétition avec 3 défaites, 9 pions encaissés et malheureusement le pire bilan de l'Euro. En 2016, l'UEFA décide d'un nouveau changement de format. On passe de 16 à 24 équipes réparties en 6 groupes. Et vous l'aurez compris, qui dit 8 nouvelles équipes qualifiées, dit forcément la possibilité pour des sélections censées être plus faibles de pouvoir goûter aux frissons d'une phase finale de l'Euro, mais aussi potentiellement de se faire baffer par les grosses sélections. Sauf que pour cette première édition à 24, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est pas du tout un novice qui va avoir le pire bilan en poule. Non, c'est même une sélection du chapeau 2 qui n'avait d'ailleurs pas été ridicule lors du dernier Euro chez elle, l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est plutôt une surprise parce que pour cette édition en France, les Ukrainiens de Konoplyanka, Stepanenko et Yarmolenko héritent d'une poule qui est largement abordable. Parce qu'il y a certes l'Allemagne qui est favorite du groupe et qu'on annonce intouchable sur le papier, mais il y a aussi et surtout l'Irlande du Nord qui inaugure sa première phase finale à l'Euro, et la Pologne qui reste sur 2 éliminations en poule. Sauf que ça va pas du tout bien se passer donc pour les Ukrainiens, parce que comme on le sait, c'est jamais bon de débuter la compétition face au gros de sa poule, et malheureusement c'est ce qui va arriver aux Ukrainiens qui vont en payer le prix fort, avec en ouverture une défaite 2-0 face aux Allemands. Et dans la foulée, malheureusement, ça va pas s'arranger pour eux.
Car surpris au deuxième match, l'Ukraine sans idée offensive en prend 2 contre le petit poussé irlandais et dit alors déjà presque adieu à la compétition avant de chuter à nouveau lors du troisième match face à la solide Pologne de Lewandowski, Glik, Milik et Krychowiak. Enfin, on termine avec l'Euro 2020 et à nouveau avec une équipe qui n'était pas dans le chapeau 4 lors des tirages au sort. Une équipe d'ailleurs dont j'attendais personnellement beaucoup, mais qui pourtant a pris danse sur danse pendant la compétition, c'est la Turquie. Ouais, en 2020, enfin en 2021, mais pour l'Euro 2020, il y a beaucoup de supporters, beaucoup de fans qui voyaient la Turquie potentiellement comme la surprise de la compétition. Bon, maintenant avec le recul, quand tu regardes leur effectif, tu te rends compte qu'il n'était pas fantastique non plus. Certes, t'avais des joueurs qui sortaient d'une bonne, voire même d'une très bonne saison, je pense notamment à Yilmaz qui avait marché sur l'eau au LOSC, il y avait aussi Çalhanoğlu de l'AC Milan. L'équipe en plus avait réalisé une phase éliminatoire qui était assez prometteuse, ils avaient notamment battu la France, mais bon, clairement, le reste de l'effectif est assez limité, que ça soit en expérience et en qualité, et surtout la poule était loin d'être facile, parce que tu retrouves l'Italie, qui est certes non qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, mais qui a été injouable en qualif. Il y a la Suisse aussi du Taureau Shaqiri, qui reste alors sur 3 huitièmes de finale sur les 4 dernières Coupes du Monde. Et enfin, t'as Gareth Bale, Harry Wilson et les Pays de Galles, qui eux ont réalisé un dernier Euro fantastique, puisqu'ils avaient atteint les demi-finales. Et du coup, pour la Turquie, malheureusement, ça va vraiment pas être simple. D'autant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est jamais facile de jouer le favori de sa poule en match d'ouverture. Et bah, c'est ce qui va arriver aux Turcs qui, opposés à l'Italie, sont corrigés 3-0 d'entrée. Et ça va continuer par la suite, parce que trop frileux devant le but, les Rouges et Blancs chutent à nouveau lors du deuxième match, cette fois face au Pays de Galles 2-0, avant de s'incliner 3-1 contre la Suisse, pour enregistrer le pire bilan de cet Euro 2020, avec 0 points et une différence de -7 absolument terrible.